Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire assez exceptionnel puisqu'on a la chance de faire entrer dans l'équipe IG un nouveau partenaire, Benjamin Mauger, qui va pouvoir vous faire part de toute son expérience crypto active, blockchain, etc. Donc ce soir, on va s'intéresser au Bitcoin et savoir comment l'élection US pourrait influencer ce crypto actif. Alors, avant que Benjamin se présente, je vous rappelle que tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions à l'écrit dans la fenêtre questions. Et bien sûr, je vous laisse confirmer que tout fonctionne correctement, hein. Donc, dans cette petite fenêtre questions, comme ça, c'est l'occasion de voir si vous arrivez bien à taper vos questions. Confirmez-moi juste si vous entendez bien le son et si vous voyez bien la présentation. Tout est OK, on me confirme. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Eh bien, je te laisse une minute pour te présenter, Benjamin. Bonjour à tous, très heureux de retrouver IG. C'est une longue histoire qu'on a ensemble parce que j'avais gagné les tout premiers concours d'IG, mais il y a très longtemps, il y a une bonne dizaine d'années. Donc très content. Et j'ai toujours le trophée que m'a offert Ambroise il y a 10 ans, le fameux iPad gravé IG pour le trading des deux. Depuis, j'ai beaucoup évolué. Notamment, j'ai travaillé chez Louis Dreyfus où j'étais trader de pétrole et gérais 150 millions de dollars. Et par la suite, je me suis dirigé sur le marché des crypto-monnaies parce que je voyais de plus en plus de dirigeants importants qui quittaient des grosses positions pour aller sur ce marché. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'y aille aussi. Et très content. Et je m'y intéresse depuis 2016. Depuis 2018, je travaille vraiment le sujet. Et on va dire depuis 2020, je m'y suis mis de façon professionnelle. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, Maëva Chazal, vous êtes nombreux en ce moment à nous rejoindre. Donc, moi, je suis la directrice commerciale de IG France. Vous pouvez me voir parfois sur des vidéos YouTube ou même m'avoir au téléphone. Voilà, donc on est là vraiment pour accompagner les clients au mieux, vous proposer du contenu de formation de qualité. Et c'est pour ça qu'on a des partenaires comme Benjamin. Alors, je vous laisse lire l'avertissement qui va s'afficher à l'écran. Je ne vais pas vous le lire dans le détail, mais sachez néanmoins que Benjamin va être amené à prendre de nombreux exemples. C'est juste pour illustrer son propos. C'est absolument pas des conseils ou des recommandations, c'est juste son point de vue. Également, je vais vous parler un petit peu d'IG, puisque encore une fois, vous êtes nombreux. Alors, on a plus de 381 000 clients à travers le monde. On est leader mondial de l'investissement en ligne par les temps qui courent. Il est vraiment primordial de s'entourer d'un broker de qualité en qui vous ayez confiance, qui soit basé et régulé en France. Et ça, j'insiste bien là-dessus parce que j'ai trop souvent des clients qui viennent me voir sortant de brokers chypriotes, basés en Israël. J'en ai eu un dernier en Malaisie. Voilà, et qui en fait sont des scams, hein, des arnaques, et qui ne vous rendent jamais vos fonds. Donc voilà, soyez entourés d'un broker de confiance, de qualité, et qui a des outils à la mesure de vos envies d'investissement. Merci pour votre écoute et puis on va laisser la parole à Benjamin. Posez-nous vos questions tout au long du webinaire et puis moi je les donnerai à Benjamin qui pourra vous répondre. Donc oui, c'est très important ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment, en tout cas dans la typologie de clients que j'imagine qui sont chez IG, les cryptos, c'est pas un marché si facile que ça à aborder. Il y a beaucoup de techniques, il y a une petite barrière quand même technologique avant de le maîtriser. Et c'est vrai qu'avec IG, comme on passe par des CFD, eh ben, on évite tout ça, on évite les scams, on évite aussi la perte parce qu'on peut travailler avec un acteur qui est sérieux et il y en a plein. On l'a vu avec FTX. Sur le principe, FTX était régulé aux États-Unis et pourtant aujourd'hui plus personne n'a ses fonds. On a tout perdu. Donc faites attention à ça. C'est vraiment un marché d'experts aujourd'hui et on va être là pour vous aider à mieux le maîtriser parce qu'il n'est pas facile. Il y a beaucoup d'informations, on ne sait pas trop comment s'y retrouver. Du coup, notre programme du jour, vous allez voir, il est assez simple. Ça va être comprendre la blockchain. On va essayer de passer assez rapidement là-dessus parce que j'ai envie de vous dire, on maîtrisera bien ce marché et il sera encore plus populaire le jour où on arrêtera de vouloir comprendre la blockchain. Si on regarde Nvidia, Apple, les top tech d'aujourd'hui, voilà, j'ai un iPhone dans ma main, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, par contre, je comprends ces cas d'usage.
Ok, ça me permet de pouvoir envoyer des messages, d'avoir des applications et tout ça. Et aujourd'hui, je trouve qu'on parle un petit peu trop de comment fonctionne la blockchain. Donc là, c'est bien, c'est un premier webinaire. Donc on va en parler et après, on va clôturer ce sujet. Et à terme, j'aimerais qu'on parle de plus en plus des cas d'usage parce qu'on n'en parle pas assez. Et c'est ça, en vrai, qui peut amener de l'appétence sur Bitcoin et qui peut améliorer son prix, c'est les cas d'usage. Et comprendre la blockchain, vous allez voir, c'est assez simple en fait. Il y a des trucs un peu compliqués, mais je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de les maîtriser pour le trading. Ensuite, comme vous avez sûrement l'habitude de trader d'autres assets, notamment des indices, du forex, tout ça, on va voir un petit peu comment Bitcoin se situe dans le marché afin qu'il vous parle un peu plus et qu'on voit que ce n'est pas un si gros marché, même si Bitcoin en soi est un acteur assez gros dans tous les assets qui sont proposés. On fera ensuite un point sur les élections américaines. Est-ce que ça peut être une narrative pour taper les 100 000? On va en parler. Et ensuite, on ira directement sur la plateforme d'IG avec Maeva, parce que ce qui nous intéresse, c'est le trading. On a envie de voir les graphiques, les niveaux et comment on peut intervenir sur ce marché, parce que la théorie, c'est bien beau, mais moi, j'aime bien me mouiller un petit peu, vous proposer des idées et vous montrer comment je réfléchis pour peut-être qu'à la maison, vous puissiez vous aussi créer vos propres réflexions. Alors, comprendre la blockchain. Là, je vais peut-être vous choquer, mais la blockchain, c'est un tableau Excel, ni plus ni moins. Donc, si vous avez déjà ouvert Excel, eh ben, vous savez ce que c'est que la blockchain. C'est vraiment un tableau avec deux colonnes à l'intérieur. Une colonne avec les portefeuilles. Donc, chacun en a nos portefeuilles. Par exemple, ça peut être dans une petite clé USB comme ça. Ça peut être sur plein de sites, appareils différents qui sont connectés à la blockchain. Et on a après une deuxième colonne, qu'est-ce qu'on a dans ce portefeuille? Est-ce qu'on a des cryptos? Combien on en a? Et par la suite, sur d'autres blockchains, il y a une troisième colonne qui peut être faite en gros pour les tokens. En gros, ça va être tout ce qui va être créé autour de cet écosystème, comme par exemple les NFT. Mais vraiment, il n'y a pas plus compliqué, c'est une base de données qui est connectée dans le monde entier à travers plusieurs ordinateurs et c'est fait de façon décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un serveur qui contrôle tout, c'est une multitude d'ordinateurs. Et quand on l'a créé Bitcoin, bah, c'était des ordinateurs tout simples comme peut-être vous utilisez pour ce webinaire, mais aujourd'hui c'est des gros data centers avec beaucoup d'ordinateurs et on peut faire partie de cette blockchain avec un petit ordinateur simplement pour pouvoir envoyer ou recevoir des transactions, mais pour être ce qu'on va voir après, être un mineur avec un simple ordinateur, c'est aujourd'hui impossible puisque les puissances de calcul demandées sont immenses. Pour vous dire, si Google arrête de faire de la recherche Google et utilise tous ses serveurs pour faire du Bitcoin, ça ferait à peu près 2% de la puissance de calcul de Bitcoin. Donc autant vous dire qu'avec un simple ordinateur, vous n'aurez aucun impact et donc peu de chances de pouvoir tirer des revenus. Donc concrètement, comment ça marche? Je vous ai dit, on a ce petit tableau Excel dans lequel on peut effectuer des transactions. Et ces transactions, elles ont lieu toutes les 10 minutes. Donc là, on a une situation, on va prendre le bloc 1, donc Maeva a 2 bitcoins, Benjamin a 1 bitcoin, et ça va se traduire en fait par un hash, donc ça c'est le petit côté technique que vous pouvez voir ici, qui est en fait la compression de toutes ces transactions. Et en fait, ce que j'ai fait, et ça, chaque hash est unique, peu importe que vous mettez, une image, une photo, du texte, une musique. Et j'ai mis Maeva 2 BTC, Benjamin 1 BTC, ça m'a donné ce code-là, ok, qui va être le code spécifique à ce bloc. Du coup, Maeva au bloc 2, donc là, personne n'a pris de décision, on fait juste un état des lieux. Au bloc numéro 2, Maeva décide d'envoyer un bitcoin à Benjamin, elle est super sympa, et on voit que ça fait du coup un nouveau hash qui est complètement différent de celui qu'on a vu précédemment, mais qui va contenir les informations du précédent. Et c'est ça qu'on appelle en fait la blockchain, c'est-à-dire que le bloc suivant, donc le bloc 2, comprend les nouvelles informations et comprend aussi les informations du bloc précédent tout simplement. Donc elle décide d'envoyer un bitcoin à Benjamin et le réseau va lui facturer 2 $. C'était ce que ça coûtait quand j'ai fait le webinaire.
mais ça peut être beaucoup plus, ça peut être un petit peu moins, mais difficilement moins. Et donc, c'est-à-dire que pour effectuer cette transaction, on doit payer 2 dollars de frais. OK? Et au bloc numéro 3, donc 10 minutes plus tard, alors ça c'est de la théorie, hein, parce que ça va dépendre bien sûr de combien on a mis en facturation dans le réseau, c'est-à-dire plus on a payé cher, plus on est traité vite. Mais on va dire, pour faire très simple, 10 minutes plus tard, je reçois un Bitcoin et on voit, on a changé à nouveau de hash. Et donc, on a un nouveau bloc avec de nouvelles informations, mais qui contient les informations des 2 blocs précédents. Et c'est pour ça que c'est infalsifiable, puisqu'à chaque fois, chaque nouvelle transaction reprend toutes les anciennes. Si vous voulez que je vous fasse une analogie un peu simple, il faut imaginer que vous aviez un ticket de caisse à chaque fois que vous achetiez quelque chose. Par exemple, j'achète un téléphone. On m'édite un ticket de caisse, j'ai acheté un téléphone. Ensuite, j'ai décidé d'acheter des AirPods pour aller avec ce téléphone. Eh ben, on va éditer un nouveau ticket de caisse dans lequel il y aura marqué j'ai acheté un téléphone et j'ai acheté des AirPods. Troisième fois pour que ce soit bien sûr, j'achète des lunettes. Du coup, dans ce troisième ticket de caisse, j'aurai j'ai acheté un iPhone. Pourtant, je l'ai bien payé. Je l'ai peut-être payé il y a 10 jours. J'ai acheté des AirPods et j'ai acheté des lunettes. Ok? Est-ce qu'il y a des questions sur ça ou globalement c'est assez simple pour vous? J'ai l'impression que c'est clair parce qu'on n'a pas de questions pour le moment. Donc, je pense que l'explication était très bien. Ok, super. Maintenant, alors je vais vous montrer quelque chose qui peut vous paraître un peu barbare, mais vous allez voir, c'est très simple. C'est du côté des mineurs, parce que pour faire tourner un petit peu toute cette machine, je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont connectés dans le monde pour pouvoir euh, calculer toutes ces transactions, puisqu'aujourd'hui Bitcoin demande de la puissance de calcul, donc c'est des calculs aléatoires dans lesquels on va chercher la plus grande difficulté. Et ça, je vais vous l'expliquer. Du coup, à gauche, vous allez avoir tous les blocs qui sont en attente. C'est-à-dire que là, on voit des transactions qui sont en attente. Et du coup, dans ces transactions, comment ça va se passer? Eh bien, les mineurs vont sélectionner tout d'abord les transactions qui sont légales. Il faut savoir qu'il y a certains wallets qui sont bannis du protocole, notamment par les Américains, et qui du coup ne peuvent pas passer leurs transactions, on va dire, par le réseau classique. Ils sont obligés d'attendre qu'il y ait une pool, je vous explique ça juste après, qui va valider. Donc en gros, on valide les transactions qui sont dites légales, qui sont dites whitelistées et qui ont le droit de passer dans le réseau. OK? Ensuite, il va y avoir les transactions qui payent le plus de frais. On a vu tout à l'heure qu'on payait 2 dollars. Là, vous regardez. Eh ben, si je suis en priorité faible, donc je vais me retrouver dans les blocs qui sont en attente, je paye 1,87. Si je suis en priorité moyenne, 1,97 dollars et en priorité haute, 2,06 dollars. Et ça se paye en SAT. Parce qu'il faut savoir que un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi. Et l'unité Bitcoin, mathématiquement dans le programme de Bitcoin, n'existe pas. On parle en Satoshi. C'est pour ça qu'on paye les frais, du coup, en Satoshi. Et plus je vais payer de frais, plus je vais pouvoir être exécuté rapidement. Voilà. À droite, on va voir les blocs qui ont déjà été minés. Donc, on voit le coût de ce bloc. Donc, pour passer ces 5669 transactions, l'ensemble des gens qui ont passé des transactions ont payé 0,25 Bitcoin. Ok, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a payé ça, mais l'ensemble a payé ça. Ici, on va voir qui a réalisé la transaction. Donc, c'est fait via des pools, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les plus gros mineurs du monde se réunissent en groupe pour pouvoir miner ensemble et ils partagent les frais de transaction et les frais de protocole. Je vais vous expliquer ça juste après. Au prorata de leur puissance de calcul. Imaginons, on monte une pool avec Maeva à 50-50. Si notre pool découvre le bloc, eh bien, on va partager ensemble la récompense, quand bien même ça pourrait être mon ordinateur qui a trouvé la récompense. OK? Et là, on voit donc cet ajustement de difficulté qui va se trouver dans 12 jours. Alors pourquoi on dit environ 12 jours? Parce qu'un bloc, c'est environ 10 minutes. Vous voyez qu'il y en a un qui a été trouvé il y a 9 minutes, un il y a 35 minutes, un il y a 40 minutes. C'est-à-dire que parfois, comme l'algorithme est compliqué, et c'est simplement, entre guillemets, de la chance pour trouver l'une des bonnes réponses pour pouvoir miner le bloc,
eh bien, c'est plus ou moins toutes les 10 minutes. Et parfois, c'est un petit peu plus long, parfois, c'est un tout petit peu plus court, mais c'est jamais en dessous de 9 minutes. C'est 9 minutes de quasiment 10 minutes. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on va trouver ce bloc, je vous ai dit, on touche les frais de transaction. Et en plus, le réseau, il est subventionné par le protocole Bitcoin. Il va nous offrir 3,125 Bitcoin, 3,125 Bitcoin pour subventionner le réseau, parce qu'aujourd'hui, si Bitcoin n'était pas subventionné, Bitcoin ne fonctionnerait pas parce que ça coûte trop cher de faire du minage. Donc il y aurait peut-être moins de mineurs, mais voilà en gros comment ça se passe. Le mineur qui remporte le bloc, il touche 325 plus les frais de transaction. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Parce que ça, c'était la partie peut-être un petit peu plus compliquée, un petit peu plus technique. Non, c'est bon, pas de questions pour le moment. Ok. Euh, donc voilà un petit peu comment ça fonctionne dans la technique. On effectue des transactions sur un tableau Excel, mais nous on voit pas du tout. On a une interface très simple où on ne voit pas ce tableau en fait. Les mineurs calculent les transactions, ils sélectionnent les meilleures transactions et ils sont payés pour ça. Et donc du coup, comme je vous disais que le réseau est subventionné, il est subventionné par de l'inflation. Et l'inflation moyenne, comme il va dépendre du nombre de blocs qui est édité, et je vous ai dit c'est environ toutes les 10 minutes, elle est de 2 à 3% sur Bitcoin. C'est-à-dire que tous les ans, jusqu'en à peu près 2140, on va avoir environ 2% d'inflation chaque année sur le protocole. Donc ça, il faut le noter. Et c'est ça qui diffère un petit peu du marché action, où on n'a pas des augmentations de capital tous les 4 matins. Et bien là, c'est comme si Bitcoin, toutes les 10 minutes, il avait une augmentation de capital. Donc, il faut faire attention quand on compare deux niveaux techniques sur deux dates assez éloignées différentes, eh bien la capitalisation va pas être la même puisqu'il y aura plus de Bitcoin en circulation. Donc ça, il faut bien le noter, c'est un réseau pour l'instant qui est inflationniste et qui d'ici une trentaine d'années ne le sera plus parce qu'en fait, la part de Bitcoin qui va être donnée par le réseau, elle est diminuée par 2 tous les ans. Et donc à terme, ça va toujours donner quelque chose, mais ça va donner de moins en moins, un peu comme la fonction racine carrée, si vous voyez. Ça continue d'augmenter, mais ça donne toujours de moins en moins. Et ça jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais aux 21 millions de bitcoins, qui est le maximum de bitcoins qu'on peut éditer. Et c'est ça aussi qui crée un petit peu sa rareté, c'est qu'on sait que dans quelques périodes qu'on appelle des halvings, donc ça arrive tous les 4 ans, c'est-à-dire que c'est là où on va diminuer la récompense par 2, eh bien, dans 3 à 5 halvings, la récompense, elle vaudra quasiment plus rien. Et donc, il faudra que le réseau soit subventionné par ses frais de transaction. Sinon, ça ne marchera pas, ça coûtera trop cher. Ou alors, il y aura beaucoup moins de mineurs. Mais en général, vous avez une corrélation très positive entre le hash rate, donc ça, vous pouvez le trouver très facilement sur Google, et le prix du Bitcoin. Et hash rate, en fait, c'est toute la puissance de calcul cumulée de tous les mineurs de Bitcoin, des plus petits aux plus gros. Donc voilà, pour clore définitivement cette partie technique, vous voyez que c'est pas très compliqué, il y a des choses un peu plus compliquées, des choses immensément compliquées, mais qu'on n'a pas besoin de voir pour faire du trading là-dessus. Là, ce que je vous ai expliqué, ça suffit largement. Et si jamais un jour il y a des mises à jour du protocole, parce qu'il n'est pas gravé dans le marbre, même si c'est très difficile aujourd'hui de le faire changer, eh ben, on en reparlera ensemble. On fera un petit court extrait de 2 minutes parce que ça change très très rarement Bitcoin. D'autres cryptos, par contre, changent plus facilement. Du coup, pour naviguer un petit peu euh, par rapport à tous ces assets, maintenant qu'on a vu le côté technique, on va voir si Bitcoin est une valeur plutôt technologique ou plutôt une valeur industrielle, parce qu'on a vu, on doit le miner, et donc du coup, il fonctionne un petit peu comme une matière première. Et d'ailleurs, il est qualifié aujourd'hui juridiquement comme une matière première dans la plupart des pays du monde, là où les autres cryptos sont considérés comme des actifs financiers. Et justement, le mining fait que c'est un petit peu plus comme une matière première. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler que l'année dernière, il y a eu un ETF qui est sorti sur Bitcoin. Et Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde, nous a dit: il y a 5 ans, mon opinion sur Bitcoin était fausse. Aujourd'hui, je pense que c'est une valeur refuge légitime. Et on va voir dans quel cadre il peut être une valeur refuge, parce que ce n'est pas toujours le cas. Du coup, je vous ai mis quelques chiffres.
C'est donc une valeur refuge contre le système bancaire. C'est-à-dire que quand on a les banques qui chutent en bourse, notamment pour des risques de solvabilité, des risques un peu systémiques, comme on a pu avoir lors de la crise du Covid, ou comme on a eu avec FTX qui a mis en branle un petit peu ce système bancaire parce qu'ils avaient des assets euh, euh, collatéralisés, je ne sais pas le dire en français, mais ça marche en français, mais euh, des assets, on va dire, backés dans des banques, et ces banques-là ont été en grande difficulté quand FTX est tombé. Et là, on a vu Bitcoin qui s'est énormément apprécié quand ces banques ont eu du mal. On remarque en revanche qu'il y a une corrélation positive avec les baisses du Nasdaq, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément suivre la tech quand la tech va monter. Et ça, je vous invite à prendre très simplement hein, sur n'importe quel site ou sur votre compte IG, de prendre d'un côté le graphique du Nasdaq et le graphique du Bitcoin. Vous allez voir que dans les baisses, ça suit très bien. Dans les hausses, par contre, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à le classer dans les valeurs tech, Bitcoin. On peut noter aussi que Bitcoin, ça représente 50 fois moins que l'ensemble des actions US. Donc c'est aujourd'hui un tout petit marché, l'ensemble des cryptos. C'est un tout petit marché, contrairement aux actions, aux taux, aux matières premières. Ça, c'est important. Et par exemple, si je voulais un petit détail rigolo, la dernière fois que le SP500 et tous les gros indices avaient perdu 2 à 3%, ils avaient perdu en valeur l'intégralité du marché crypto, pour vous dire à quel point c'est aujourd'hui un petit marché. Et Bitcoin, c'est quand même la 10e market cap mondiale, on va le voir après, j'ai un tableau, avec 1,33 trilliard de dollars de capitalisation. Donc même si c'est un petit marché, ça reste individuellement un très gros asset. Est-ce qu'il y a des petites questions ou on est bon? On est bon, on peut poursuivre. Ok, n'hésitez pas à en poser parce que parfois je sais que je suis un petit peu dans mon monde, je suis un petit peu moins connecté, on va dire, avec le monde de la finance traditionnelle. Donc je peux partir sur des choses qui sont un peu complexes et pas voir que peut-être pour vous c'est pas si simple. Du coup, j'ai voulu vous représenter Bitcoin par rapport aux autres actifs financiers. Donc là, je vous ai mis le rang par, euh, par secteur, on va dire. Donc là, c'est global, c'est-à-dire dans tous les actifs financiers, l'actif financier le plus gros, c'est le gold. Donc le gold, hein, l'or, comme vous l'avez directement sur votre plateforme IG, avec 18,5 trilliards de dollars. Ensuite, donc là, il se tire un peu la bourre. Hein, donc c'est possible qu'au moment où vous regardez cette vidéo, c'est Nvidia qui est repassé devant. Mais on a Apple et Nvidia, ensuite Microsoft et un petit peu plus loin, Google. Et globalement, si on regarde, si on tire jusqu'à 10 pour arriver à Bitcoin, on n'a que des valeurs tech, sauf Aramco, je crois, qui est 9e. Aramco, c'est producteur de pétrole d'Arabie Saoudite. Donc voilà un peu pour vous donner un ordre d'idée. J'aime bien le comparer, comme je vous l'ai dit, c'est une bonne valeur refuge contre le système bancaire. Si on, on mettait Bitcoin comme une banque, eh ben, ce serait aujourd'hui la banque la plus capitalisée du monde. Si on regarde, on a JP Morgan du coup 630, Bank of America 326, et là on est en milliards hein, de dollars, on n'est pas en trilliards bien sûr. ICBC et ABC, ça c'est deux banques chinoises, et on a Wells Fargo. Et on remarque quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que de plus en plus, les banques chinoises deviennent les plus grosses au monde. Et après, dans le marché crypto, donc là, je vous ai pris les 5 plus grosses et j'ai enlevé les stablecoins. Les stablecoins, en gros, c'est des cryptos qui répliquent le cours du dollar, qui servent en gros à se hedger. Par exemple, bah, je pense que Bitcoin va baisser. Je ne sais pas jusqu'où, donc je n'ai pas forcément le short take des produits dérivés, mais je reste neutre et du coup, je reste en stablecoin et ces stablecoins sont backés, collatéralisés par des bons du trésor américain à plus de 90%. Il y a un peu de gold aussi dedans et quelques autres assets. Mais du coup, je les ai exclus parce que ce ne sont pas des titres financiers volatiles. C'est simplement des répliques de dollars backés par des bons du trésor, tout simplement. Et on en reparlera après parce que ça va être très important pour mieux comprendre en fait les enjeux américains, puisque si tous ces assets sont backés par des bons du trésor, ça veut dire que les États-Unis sont un petit peu liés avec la crypto. Du coup, on a Bitcoin, on l'a vu, à 1,3 trilliard.
ensuite, vous voyez, on descend très très bas puisque c'est plus que 3 fois moins. On a Ethereum à 305 milliards de dollars, BNB qui du coup est la crypto de Binance, un exchange crypto qui a 86, Solana qui est, on va dire, un concurrent d'Ethereum, qui est une blockchain d'infrastructure qui vise en gros si je voulais faire une petite analogie, Bitcoin, ce serait l'écosystème Apple de la crypto. C'est-à-dire que ça fonctionne bien, mais c'est très limité. On ne peut pas faire beaucoup de choses avec Bitcoin. Le langage est assez ancien. Il y a beaucoup de sécurité, donc on ne peut pas faire des folies. Ethereum, c'est le langage un petit peu, comme on pourrait dire, de Samsung, de tout ce qui est Google, Android en fait. C'est beaucoup plus libre, mais du coup, il y a des failles de sécurité, il y a parfois des arnaques, des protocoles qui tombent, donc plus libre, mais plus dangereux. Et Solana, en fait, est un concurrent d'Ethereum qui est encore plus dangereux. Et après, on a Ripple, qui est une sorte de crypto bancaire qui vise à réinventer le système bancaire dans ses transactions interbancaires. Voilà un petit peu. Donc vous voyez que ce marché, dans ce top 5 crypto, eh ben, il est très disparate puisqu'on a la première qui a 1,3 trilliard et la cinquième, il faut imaginer qu'il y a à peu près en activité 35 000 cryptos aujourd'hui. On n'est plus qu'à 30 milliards de dollars et ça descend très très vite comme ça. En gros, on va avoir le top, je dirais top 50 qui va être capitalisé en milliards de dollars et après ça va être en millions et après on tombe dans les limbes, il n'y a plus grand chose. On est toujours bon là-dessus? J'en profite pour passer sur la next slide si vous n'avez pas de questions. Parfait, c'est bon pour le moment. Ok. Du coup, on en vient à notre sujet, les élections américaines. Est-ce que ça peut être une narrative pour aller au 100K? Déjà, on va faire un point sur nos deux candidats. Et bien sûr, je ne vais pas faire de politique, j'explique simplement, parce que de toute façon, je ne suis pas américain, je ne peux pas voter. On remarque que Donald Trump, il adore les cryptos. Il a aujourd'hui 3 collections de NFT qui sont à succès. Et il faut le noter, hein, c'est très rare d'avoir une collection NFT à succès, encore plus en 2024, puisque la plupart des NFT ont perdu 90% de leur valeur. Aujourd'hui, sa collection, elle est stable et elle marche bien, alors notamment parce qu'elle apportait des avantages extraordinaires, comme par exemple pouvoir avoir un dîner avec Donald Trump, pouvoir faire un call avec Donald Trump, ce genre de choses. Et donc ça a énormément de valeur de pouvoir parler avec un ancien président. Et c'est pour ça que sa collection de NFT tient encore très bien. Il a une collection de runes. Donc runes, en fait, c'est les NFT sur Bitcoin. Donc ça, c'est un truc encore plus exotique. C'est-à-dire que même dans le monde de la crypto, très peu de gens qui savent ce que c'est. Donc aujourd'hui, il est bien rencardé. Alors bien sûr, c'est son équipe et je pense qu'il ne maîtrise pas comment fonctionnent ces protocoles. Mais il parle à la communauté crypto, on va dire, jusque dans les plus petites niches. Il a été speaker à Nashville. C'est là où, en fait, il y a la plus grosse conférence Bitcoin au monde. Et il se dit pro-Bitcoin. Vous allez voir, je vais nuancer après mes propos. Kamala Harris, qui du coup était vice-présidente sous Biden, elle a pu engager différentes politiques sur les crypto-monnaies. On a vu que c'était un gros soutien de la SEC, notamment contre les ETF crypto. Donc il y a aujourd'hui l'ETF Bitcoin, l'ETF Ethereum et éventuellement l'ETF Solana qui va venir. Donc elle n'était pas trop pro-crypto pendant tous les 4 ans qu'on a eu avec Biden. Elle est favorable à une plus grosse imposition sur les cryptos et on remarque que depuis qu'elle est en campagne, elle promet de soutenir l'écosystème. Et donc, il ne faut pas trop se voiler la face à dire ah bah Kamala, si elle passe, le marché il est mort, si Trump y passe, on va direct aux 100 000. Il faut savoir qu'en fait là-dedans, il y en a une qui est au pouvoir et qui cherche de l'argent pour financer la dette toujours grandissante des États-Unis et un candidat qui a des promesses qui ne va probablement pas tenir parce qu'aujourd'hui la crypto n'est pas non plus un enjeu essentiel aux États-Unis. Ça l'est de plus en plus, mais c'est pas non plus une promesse qui doit absolument tenir. Et c'est pas impossible que Donald Trump, une fois au pouvoir, se mette à plus taxer les cryptos et être un peu moins bullish sur les cryptos. Ça, c'est vraiment important de bien le notifier.
Aujourd'hui, la crypto, elle est au cœur des sondages et ça, c'est un peu fou. Donc, je vous ai mis à gauche, ça, c'est les sondages qui sont faits. Ça, c'était le New York Times, mais ils sont à peu près tous de cet avis-là, hein. Ça me semble assez juste, en tout cas, par rapport aux autres sondages. Je ne sais pas du tout si ça va être le résultat. Et on a à côté Polymarket, qui est en gros pas un institut de sondage, mais un institut de paris crypto où on peut parier sur n'importe quoi, des choses rigolotes, des choses moins rigolotes, comme notamment la guerre en Israël. Genre, il y a des paris complètement débiles, combien de bombes vont être lancées demain, par exemple. Des choses vraiment horribles, et des choses un peu plus rigolotes, comme euh, le, la prochaine élection américaine. Et il faut savoir qu'il y a plus de 2 milliards de dollars, c'est assez gros hein, pour un pari, qui sont engagés sur ça. Et on voit que Donald Trump a le vent en poupe chez les crypto guys puisqu'il est surpondéré par rapport à Kamala Harris. Et donc, il y a peut-être un biais cognitif, mais ça participe, on va dire, à la pub des crypto-monnaies en général parce que tous les médias américains parlent de ce fameux polymarket puisque c'est un petit peu l'avis des investisseurs. Alors, 2 milliards, ça reste très gros pour ce marché de paris crypto par rapport aux autres. Les autres paris, c'est tout petit, mais il faut savoir que ça reste quand même relativement modéré par rapport au global des marchés. On a vu les valeurs juste avant. Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les médias américains prennent en référence Polymarket et je pense que quand on va arriver très proche des élections, on devrait se rapprocher de ce qui est proposé dans les médias avec peut-être un petit bonus pour Trump parce que le marché est très pro-Trump sur les cryptos. Mais voilà, donc il faut y aller avec beaucoup de prudence. Et aujourd'hui, si je voulais un petit peu mouiller, si on revient sur la slide précédente, je pense que si Kamala passe, on va avoir une baisse du marché simplement parce qu'elle est vue comme anti-crypto, alors qu'elle n'est pas forcément plus que Trump. Et si Trump passe, on va avoir un petit boom sur le marché. Je doute que ça aille au 100K, ça dépend euh, sur quelle base on part. Aujourd'hui, Bitcoin est à 69 000. Si Bitcoin est à 85 000 juste avant l'élection, peut-être qu'on ira chercher les 100K. Donc, je pense qu'il y a un potentiel d'aller chercher de plus 15K si Trump passe, mais il faut savoir que ça va redescendre très vite, puisque dès qu'il sera élu, en gros, les cryptos, il n'en aura plus rien à faire, ou quasiment plus rien à faire. Et c'est pareil pour Kamala, hein. Une fois que là, elle est un peu plus pro crypto parce qu'elle voit que ça amène des voix et que ça amène de l'audience et de l'audimat parce qu'on a Polymarket. Mais une fois qu'ils seront passés, la crypto, ce sera vraiment un sujet très tertiaire et même pas un sujet secondaire. Mais quand même, il va falloir noter que les États-Unis sont quand même de plus en plus liés à la crypto et je vous ai fait un petit tableau pour ça, pour que vous puissiez un petit peu comprendre. En gros, concrètement, à quoi sert Bitcoin et quel est l'impact de Bitcoin sur les États-Unis? Je vous ai parlé précédemment des stablecoins. Il faut savoir que l'ensemble des stablecoins qui sont backés sur du dollar américain, ça représente à peu près 150 milliards de dollars. Et ça a quand même une certaine valeur parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont collatéralisés par des T-bills. Et les T-bills, c'est les bons du trésor américain qui ont une maturité, c'est-à-dire une échéance inférieure à 1 an. Et notamment, ils vont être backés par des T-bills à très court terme qui sont environ de 1 à 3 mois, mais ils sont surtout sur le 1 mois et un petit peu moins sur le 3 mois et après de moins en moins sur le 1 an. Mais il y a quasiment aucun T-note donc supérieur à 1 an. Et aller chercher sur du 30 ans, il n'y a quasiment rien. C'est vraiment très concentré sur du 1 mois, un petit peu de 3 mois, et après encore un tout petit peu, peut-être 5% de reste. Et il faut savoir que du coup, le volume moyen sur les T-bills sur lesquels ces sociétés qui détiennent les stablecoins trade est d'environ 40 milliards de dollars par jour. Et on peut se donner grossièrement que du coup, le marché réel est de 4 milliards de dollars par jour, puisque sur ça, il va y avoir à peu près 90% d'arbitrage. L'arbitrage est surutilisé dans les taux, puisque tous les taux bougent en même temps, et c'est là où on va avoir l'essentiel du volume, et donc le volume réel moyen par jour sur les T-bills, spécifiquement les 1 mois, c'est à peu près 4 milliards. Et donc, du coup, les USA, ils vont être dépendants de ça, parce que s'ils interdisent les stablecoins,
comme voulait un petit peu faire Biden. J'exagère un peu, mais ils étaient en train d'interdire de plus en plus la crypto. Et plus on interdit le crypto, plus on va interdire et limiter les initiatives. Eh bien, comment ils vont pouvoir faire? Puisque, imaginons, ils interdisent les stablecoins dollars. Non, nous, on veut l'hégémonie du dollar, on ne le veut pas avec ça. C'est une copie, c'est illégal, et c'est un moment ce qu'ils essayaient de faire. Eh bien, ils vont devoir rembourser les gens, c'est les sociétés qui éditent les stablecoins. Et donc, ils vont devoir vendre les T-bills pour récupérer le cash et rembourser tout le monde. Or, ça, c'est sûr à 99% que si on apporte sur le marché en vendeur 150 milliards sur les bons du trésor à court terme, le marché des taux américains est foutu pendant au moins 2 ou 3 mois pour qu'il puisse écouler. Et donc ça représente un vrai risque pour les États-Unis et en même temps une chance puisque tous ceux qui traitent de la crypto quasiment passent par des stablecoins, ceux qui sont sur la finance décentralisée, eh bien, il, il va falloir rembourser tout le monde et donc les États-Unis sont un petit peu bloqués par rapport à ça. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus aujourd'hui interdire la crypto parce que ça représente une manne financière qui vient se baquer sur les bons du trésor américain qui est trop importante. Et déjà que si vous regardez, ça vous pouvez le retrouver facilement sur investing.com, les différentes courbes de taux. La courbe de taux déjà sur les États-Unis, elle est déjà inversée, c'est-à-dire qu'on a les taux à court terme qui sont plus valorisés que les taux à long terme. Et quand on a ça, c'est signe d'une crise économique à venir. Si vous regardez le VIX aussi qui est assez haut, il était à 18 tout à l'heure, les marchés américains qui sont au plus haut, la valeur des marchés américains aujourd'hui, elle est plus risquée qu'il y a quelques mois au vu de ces données. Ça ne veut pas dire que ça va baisser, hein, mais ça veut dire que c'est juste plus risqué de payer ça. Aussi, Bitcoin, comme je vous l'ai dit, ça utilise de l'électricité en grande quantité. On critique même que Bitcoin consomme plus que certains États. Mais aujourd'hui, la fonction principale de Bitcoin aux États-Unis, c'est de stabiliser le réseau électrique. Et depuis 2021, les États-Unis ont lancé des grands chantiers. Alors après, avec des entreprises privées, hein, c'est pas les États-Unis vont pas investir beaucoup dans des usines de mining, mais ils mettent à disposition le réseau électrique pour ça. Au début, ils le faisaient même gratuitement, c'est-à-dire que quand on venait se plugger sur le réseau électrique américain pour le stabiliser, on récupérait l'électricité gratuitement. Et après, comme ils ont vu qu'il y avait de plus en plus de demandes et de concurrence, ils l'ont fait payer. Mais au début, c'était gratuit. Et je crois que c'est fini. Ça va finir cette année, les derniers contrats. Après, c'est payant. C'est toujours moins cher que d'acheter l'électricité, mais ça va devenir quand même payant. Et donc, du coup, on remarque qu'ils vont stabiliser le réseau électrique et je vous en parle juste après ici. On a eu dans les États américains qui ont backé le réseau électrique par Bitcoin, zéro blackout sur les services essentiels depuis 2023. Il faut savoir que nous, en France, on a beaucoup de chance. On a quand même relativement peu de coupures d'électricité. En général, moi, de mon expérience, je dirais que c'est à peu près une par an. Et ça va toucher le réseau domestique, mais ça ne va pas toucher, on n'entend personne qui est mort dans un hôpital parce qu'il y a une coupure d'électricité pendant plusieurs jours. Aux États-Unis, ça arrive parce que le réseau électrique, il n'est pas aussi bon que chez nous. Et avec Bitcoin, ils sont en train de l'améliorer. Et il faut savoir que lors de la vague de froid au Texas qu'il y a eu en 2021, c'est 700 morts qui sont arrivés suite au blackout sur les services essentiels, donc notamment les hôpitaux. Donc ça, c'est un enjeu politique hyper important pour les États-Unis. Et on remarque aussi que les États qui minent du Bitcoin, du coup, favorisent le développement des énergies renouvelables parce que Bitcoin permet de le financer, parce que c'est pas juste on fait de l'énergie pour faire de l'énergie, on récupère du Bitcoin et avec ça, on peut développer des infrastructures, utilisent en moyenne 5% de plus d'énergie renouvelable que les États qui aujourd'hui n'ont pas autorisé le mining de Bitcoin. Notamment, en fait, la grande bagarre, c'est l'État de New York par rapport à l'État du Texas, qui se combattent beaucoup là-dessus. Et enfin, alors là, on va être plutôt dans de la projection, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit là, ça c'est factuel. Et ça va être un petit peu plus mon avis. Je pense que officiellement ou non, les États-Unis vont peu à peu backer le dollar américain par du Bitcoin.
on remarque qu'il y a une défiance croissante des BRICS sur le dollar. On a même vu Vladimir Poutine la semaine dernière qui a présenté un billet des BRICS, donc c'était un billet factice, mais un billet spécial pour tous les pays qui sont dans les BRICS qui est censé remplacer le dollar. Donc le dollar perd un petit peu de son utilité, un petit peu de son utilisation, et donc perd un petit peu de sa valeur. Il pourrait donc être backé par du dollar, tout simplement parce que si on regarde l'or, vous l'avez vu, c'est l'asset qui explose le plus cette année. Ça coûte de plus en plus cher de backer sa monnaie par de l'or, et en plus c'est compliqué. Là où Bitcoin, tout est fait en ligne, et quand on a des équipes, c'est très facile de le maîtriser, même si pour un particulier, je ne vous recommande pas forcément de le faire parce que c'est compliqué de l'utiliser. Pour un État, bah, ils ont plein d'experts, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. C'est beaucoup plus simple de stocker, et on a vu il y a 3 mois l'Inde qui a rapatrié ses réserves d'or d'Angleterre à l'Inde. Je ne sais pas comment ils ont fait pour transporter autant de tonnes, mais c'est des coûts très importants là où le faire avec du Bitcoin, c'est beaucoup plus simple. Et après, il faut noter, alors il y a une bagarre, hein, ce chiffre, ils sont premier ou deuxième, sont les plus grands détenteurs actifs de Bitcoin. Je vais m'expliquer. Le plus grand détenteur de Bitcoin, c'est Satoshi Nakamoto, son créateur, on ne sait pas qui c'est, mais il n'a pas touché à ses portefeuilles depuis qu'il a arrêté en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on part du principe que ce portefeuille, il est gelé, il n'est pas actif, ça se trouve, il a perdu les clés, il est mort, on ne sait pas, mais ils sont comme inutilisés du réseau. Ensuite, on va avoir les BlackRock et les compagnies en fait qui ont édité des ETF ou même des exchanges crypto qui détiennent des cryptos pour leurs clients. Donc, ils ont des gros portefeuilles, mais ce portefeuille ne leur appartient pas en totalité. Donc, on ne peut pas dire que c'est les plus gros holders. Et ensuite, on a deux gros acteurs qui sont MicroStrategy, qui est l'entreprise aujourd'hui qui a le plus de Bitcoin au monde en propriété, à tel point que avant qu'on démocratise le trading de Bitcoin avec les ETF et d'autres assets, eh bien, on tradait l'action MicroStrategy pour pouvoir trader le Bitcoin parce que c'était plus liquide que le Bitcoin, pour vous dire. Et notamment sur les produits dérivés un petit peu exotiques comme les options. Il vaut mieux, même encore aujourd'hui, trader des options sur MicroStrategy que les trader sur les futurs CME Bitcoin. C'est beaucoup moins liquide. Et donc, du coup, il se tire la bourre entre premier et deuxième. Et en ce moment, c'est le deuxième parce que MicroStrategy a refait des nouveaux achats entre le moment où j'ai fait le document et aujourd'hui. C'est l'État américain qui ne vend aucun Bitcoin et qui capitalise sur cette valeur de Bitcoin. Et comment ils les ont récupérés, ils les ont pas achetés. Mais en fait, c'est avec toutes les sanctions quand ils récupèrent des transactions illégales, des wallets qui sont destinés à de la drogue, ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Bitcoin est utilisé en infime partie, mais c'est vrai, pour des transactions illégales. Et donc, quand il y a des saisies, eh ben, ça agrandit le portefeuille. Là où l'Allemagne, il y a, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois, a vendu l'intégralité de son wallet Bitcoin, qu'il avait eu pareil avec des saisies. La France aussi a un petit wallet. Mais voilà, les États-Unis sont entre premier et deuxième plus gros détenteurs de Bitcoin, donc c'est un acteur important. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au trading? Ce qui vous intéresse le Non, plus, je pas de suppose. questions, mais beaucoup de commentaires pour nous dire que c'est très intéressant. Même moi, j'apprends énormément de choses, donc merci pour ça. Bon, bah, trop cool, super. Du coup, on va passer au trading. Je vous fais rapidement une petite auto-promo. Si vous voulez retrouver mes différents posts, vous pouvez scanner mon QR code et retrouver ce que je poste sur LinkedIn. Alors, je poste beaucoup moins qu'avant parce qu'il y a moins d'actualité, il y a moins de choses en ce moment et je me concentre beaucoup sur Bitcoin. Mais vous pouvez regarder d'anciens posts, j'ai apporté beaucoup de contenu. Et si vous voulez le contenu spécifique à IG, là, Maëva, je te laisse présenter les différents QR codes qui relaient sur vos réseaux. Exactement, donc merci Benjamin. Avant qu'on passe peut-être au... bah alors, scannez déjà les QR codes, donc vous allez voir, il y a nos réseaux sociaux, il y a notamment Alexandre Baradez, des idées de trading, tout ce qui est podcast, des guides de trading également qui peuvent être très pertinents. Ce que je vous propose là pour terminer, c'est de vous montrer sur la plateforme. Alors rapidement, hein, on ne va pas revenir dans le détail parce que ce n'est pas l'objet du webinaire de ce soir, mais où vous pourriez retrouver les possibilités de trader le Bitcoin. Chez IG, on va avoir deux valeurs sur lesquelles vous pourriez trader le Bitcoin. Le CFD,
qui va vous demander un petit peu plus de couverture puisqu'on a un effet de levier de 2, ou alors également du turbo, donc qui est un produit dérivé listé sur le Bitcoin qui peut vous permettre d'investir sur le Bitcoin et également l'Ether, hein, puisqu'on aura ces deux choix sur le turbo, avec un effet de levier un petit peu plus important. En tout cas, vous aurez la possibilité de choisir ce qui vous intéresse. Alors, je vais passer sur mon écran. Voilà, vous devriez le voir là, parfait. Donc on est là sur le compte CFD. Je vais vous montrer juste très rapidement la sélection crypto-monnaie. Donc crypto-monnaie ici avec une sélection quand même assez étoffée. Après, comme le disait Benjamin, attention, surtout si vous commencez sur les crypto-monnaies. Elles ne se valent pas toutes. En termes d'informations disponibles sur le marché, de renseignements que vous pourriez avoir, voilà, elles ne sont pas toutes aussi populaires et donc soyez tout de même vigilants. Là, un effet de levier de 2, vous retrouvez à chaque fois de toute façon toutes les informations ici. Couverture requise, vous voyez 50%. L'intérêt de détenir de la crypto-monnaie, notamment pour ceux qui se lancent et qui ont en fait envie un petit peu de diversifier leur portefeuille, qui au départ ne sont pas des investisseurs crypto-monnaie, mais qui, eh ben, force est de constater, hein, comme d'ailleurs pas mal d'intervenants sur le marché, et tu citais tout à l'heure BlackRock, justement, eh bien, peuvent avoir également envie de rajouter ces valeurs sur leur portefeuille. Ça peut être intéressant de le faire au travers des CFD ou des turbos. Pourquoi? Bah, déjà, vous n'avez pas le risque aujourd'hui d'avoir votre portefeuille hacké. On l'a vu hein, avec certains intervenants qui demain eh bien, pouvaient faire faillite. Là, au moins, vous êtes protégé puisque c'est du produit dérivé et ça vous offre une protection supplémentaire. Ça vous permet également au sein du même portefeuille eh bien, de diversifier sur vos actifs crypto-monnaies comme ce que vous auriez pu faire sur indices, forex, etc. Alors, tu voulais rajouter quelque chose, Benjamin? Oui, parce que il y a une critique qui peut être faite, et je vais aller dans ton sens, où on dit oui, mais il y a d'autres acteurs maintenant aujourd'hui, ils ont des assurances, si jamais on se fait hacker nos crypto-monnaies, ils peuvent nous rembourser. Alors c'est vrai, mais on a pu très bien remarquer lors des différents hacks qu'il y a eu, c'est qu'ils vous remboursent à valeur la plus intéressante pour eux. Je prends l'exemple de FTX. Il y a certaines assurances qui ont remboursé certains clients, mais ils ont remboursé sur le jour où FTX a fait faillite, quand le Bitcoin était à 17 000. C'est-à-dire que si vous aviez vos Bitcoins bloqués sur FTX, de toute façon, vous ne pouvez plus y toucher, ils sont bloqués, ils sont disparus. Eh bien, et que vous pensez les retrouver à 69 000, pas du tout. Ils vous les rendent à valeur de 17 000 et donc ils vous rendent exactement ce que vous aviez en valeur numéraire et pas en Bitcoin. Donc attention, quand bien même certains acteurs ont des assurances, à chaque fois, ils vont toujours vous rembourser dans leur propre intérêt. Là où IG, il n'y aura pas du tout ça parce qu'on est sur des CFD et on est sur un actif qui est coté en bourse, qui est étudié depuis des dizaines d'années, et ça, c'est bien différent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à noter. Oui, il y a des assurances, oui, le marché s'améliore, mais ils vous remboursent un petit peu au prix qu'ils veulent. Merci pour cette précision. Alors, maintenant, je vais vous montrer sur Turbo très rapidement, puisque là, la logique est un petit peu différente. Donc, sur Turbo, comme je vous le disais, au niveau des cryptos qui sont disponibles, vous aurez du Bitcoin et de l'Ether. Et l'intérêt, c'est que là, par rapport à l'effet de levier et au capital qui est nécessaire, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir un petit peu plus de flexibilité, en quelque sorte, avec un effet de levier, vous voyez, qui varie entre 2 et 5. Donc, la possibilité déjà d'investir sur le Bitcoin dès, vous voyez, 14 euros. Donc, c'est intéressant puisque ça peut vous permettre de diversifier une petite part de votre portefeuille en prenant un risque mesuré, voir comment vous réagissez, comment vous arrivez à vous acclimater aussi aux variations sur, sur ce nouveau sous-jacent. Voilà. Il nous reste, un petit peu moins de 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions, besoin de précision, des choses sur lesquelles Benjamin pourrait vous répondre?
En attendant que vous tapiez vos questions à l'écrit, je vous rappelle, hein, c'est la petite fenêtre questions. Vous avez une bulle avec un petit point d'interrogation. Et puis comme ça, vous pouvez demander ce dont vous avez besoin. Je vous précise que ce format aura lieu maintenant une fois par mois. Donc, on aura la chance d'aborder des thématiques liées à tout ce qui est cryptoactif, un petit peu monde de la tech avec Benjamin. Ce webinaire sera disponible en replay sur IG Academy dès demain et vous le retrouverez également sur notre chaîne YouTube. Alors, on va attendre encore quelques minutes, voir s'il y a des questions. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Benjamin? Sinon, on va clôturer, hein. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'était très clair, c'est donc parfait. Je vais rajouter quand même une petite note sur l'effet de levier. Je vous invite vraiment d'agir avec beaucoup de prudence. Bitcoin, quand bien même on l'a vu, est un asset installé, qui a beaucoup de capitalisation. Ce n'est pas impossible qu'aujourd'hui, il fasse encore moins 30% en une journée. Donc, un effet de levier de 2, c'est très bien. Moi, pour vous dire, je le traite sans effet de levier. 2, ça peut être possible, mais attention, quand vous passez à 3, vous passez dans la possibilité de vous faire exploser en une journée. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite et ce qu'on cherche. Donc, allez-y avec beaucoup de prudence, quand bien même il peut avoir une volatilité qui est beaucoup moins grande qu'avant. Cette volatilité peut intervenir à tout moment. Donc, prudence sur cet asset, il est hyper intéressant. Oui, on peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut aussi en perdre. Donc, je dirais que les investisseurs les plus prudents seront ceux qui, à terme, seront les plus gagnants. Parfait. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, rendez-vous le mois prochain. Pour ceux qui s'intéressent à nos webinaires, sachez qu'il y a de nombreuses thématiques qui arrivent dans les prochains jours. On a la chance notamment d'être présent sur TradingView depuis maintenant 10 jours. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de maîtriser TradingView, on propose en ce moment toutes les semaines un webinaire de formation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Bonne soirée et à très bientôt. Merci encore, Benjamin. Merci, bonne soirée, au revoir.